le communiqué, qui est le comité du Haut Comité pour la stabilité financière, était attendu. Il était attendu puisque depuis plusieurs mois déjà, depuis plus d'une année, les autorités de contrôle, que ce soit la Banque de France ou ses conseils, l'autorité de contrôle et de résolution, donc la CPR, l'un et l'autre, attiraient l'attention sur ce qui leur semblait des évolutions qui étaient des évolutions préoccupantes. À plusieurs reprises, déjà, le HCSF avait communiqué aussi et avait pris des dispositions qui correspondent au relèvement des réserves, du coefficient de réserve que les autorités monétaires peuvent imposer à leurs établissements de crédit indépendamment des décisions de la Banque centrale européenne. Simplement parce qu'elles jouent le rôle de régulateur sur le marché national. Donc tout ça, on s'y attendait. Et les arguments qui ont été avancés par le HCSF dans son communiqué de décembre sont au nombre de 4, en gros. Tout d'abord, une production de crédit qui augmente trop vite. Et puis, des durées qui sont allongées au-delà du raisonnable. Des taux d'effort qui sont des taux d'effort qui semblent trop importants. Le taux d'effort, donc, le rapport entre le coût de l'opération et puis les revenus des ménages qui réalisent des projets. Et puis enfin, des taux d'intérêt qui sont trop bas et qui ne permettent pas aux établissements de marger. Donc, constituer les marges, les fonds propres. Très bien. Alors, tout cela relève évidemment de la logique. L'observation conduit à peu près à des conclusions similaires. Bien que là, on se pose des questions quand même de méthode et on peut être inquiet sur la qualité du reporting que le HCPR a utilisé pour alimenter la réflexion du HCSF, présidé par Bruno Le Maire. Soyons clairs, c'est pas n'importe quoi. Bon. Alors regardons. Évidemment, les taux sont bas et les établissements ont du mal à marger. Mais les taux sont bas, c'est bien la volonté de la BCE. C'est bien la Banque centrale européenne, c'était bien Mario Draghi qui souhaitait par cette politique d'inondation des réseaux bancaires leur permettre de prêter très largement à des taux très bas pour soutenir l'économie que les États ne soutenaient plus. Et à plusieurs reprises, d'ailleurs, il y avait même Christine Lagarde, lorsqu'elle était au FMI, qui n'avait de cesse de demander aux États de prendre le relais par une politique budgétaire ambitieuse. Ça n'a pas été fait. Bien au contraire. Donc, est-ce qu'on peut reprocher aujourd'hui aux établissements de crédit d'avoir des taux d'intérêt trop bas, donc du coup des marges trop faibles? Étant entendu que dans les documents qui accompagnent le communiqué de la Banque centrale du HCSF, on retrouve bien ce diagnostic qui est partagé par tout le monde. La baisse générale des taux sur les marchés a comme conséquence que les portefeuilles des établissements ou des assurances ne sont plus en capacité de libérer des ressources suffisantes. Bon, est-ce encore une fois de la responsabilité des établissements de crédit? Non, c'est la conséquence d'une décision de politique monétaire qui, rappelons-le, n'a pas été remise en cause par Christine Lagarde lorsqu'elle arrive à la BCE, mais qui n'a jamais été véritablement portée dans le cœur des autorités monétaires françaises. Donc, va-t-on faire payer aux établissements de crédit les conséquences de décisions prises par la Banque centrale européenne? Première question, faisons référence à la 4e observation faite par le HCSF. La production de crédit, heureusement, elle s'est relevée. Heureusement,
C'était la volonté de la Banque centrale européenne. Alors il est dit, oui, mais bien sûr, mais ça a monté plus vite en France qu'ailleurs. On devrait se réjouir, puisque ça montre que nous avons un système bancaire et financier qui, en France, est en capacité de soutenir l'économie réelle, ce que les politiques publiques ne font plus. D'ailleurs, et j'insiste bien là-dessus, les politiques publiques ont abandonné des pans entiers du territoire de la République en matière de logement. Heureusement que l'expansion des crédits aux ménages a permis sur des territoires délaissés, comme Champagne-Ardenne, la Franche-Comté, etc., de permettre à ces ménages modestes, faiblement dotés en apport personnel, de se loger, puisque ce n'est pas la politique publique qui viendra construire des logements locatifs sociaux sur ces territoires-là. Donc, est-ce qu'on peut reprocher à la production de crédit de s'être élevée? Et d'ailleurs, souvenons-nous bien que depuis 1989, on est en capacité de mettre en corrélation, en liaison, la production de crédit et le nombre d'opérations d'accession à la propriété réalisées par les ménages. Or, nous sommes sur une corrélation qui est, je ne vais pas dire parfaite, parce que depuis Jean Fourastier, on sait que la perfection en matière statistique n'existe pas. Mais la corrélation est très élevée, le coefficient de corrélation, pour vous faire frémir, 0,93. C'est merveilleux. Donc le crédit, il n'est pas venu à alimenter une bulle, comme on l'entend, la bulle, le truc qui fait pchit, d'accord, non. Crédit immobilier, il est venu alimenter une activité réelle. Et d'ailleurs, même le HCSF, même la CPR reconnaissent que de toute façon, l'évolution des prix en France est en rapport avec l'évolution de ce qu'on appelle les fondamentaux. Il n'y a pas eu en France, à la différence de ce qu'on voit sur d'autres pays, de déconnexion entre la valeur des biens acquis et l'évolution des revenus et des conditions d'accès au crédit offertes aux particuliers. Alors, là, on peut quand même être inquiet, parce que quel est le message subliminal qui est porté par les autorités monétaires? Est-ce que ça revient à dire qu'il ne faut pas permettre à des ménages modestes d'accéder à la propriété? Est-ce que cela signifie, relayant un discours public qui a été dévastateur pour l'aménagement du territoire, est-ce que cela signifie qu'il ne faut plus que les ménages accèdent à la propriété et se logent en dehors des territoires des métropoles? Donc, tous les ménages, hop, on les ramène sur les espaces métropolitains. Infernal, ingérable, d'accord? Donc, on se pose des questions. Troisième élément qui est avancé, qui était le deuxième dans la liste, en disant oui, mais l'allongement des durées a été tel, reprenant d'ailleurs des chiffres que tout le monde partage et que l'Observatoire Crédit Logement CSA met en évidence chaque mois et chaque trimestre depuis quelque temps déjà, la durée des crédits a augmenté de 2 années depuis 2015. Bon, très bien. Au même titre qu'aujourd'hui, on dit on va repousser l'âge de la retraite de 2 années. D'accord? Tout simplement parce que tout le monde est d'accord pour dire que la durée du crédit à l'octroi, c'est une chose, mais il y a aussi ce qu'on appelle les rachats de créances et renégociations qui font que même si la durée à l'octroi est de 20 années ou 20 années et demie en moyenne, pour l'accession à la propriété, simplement, pas pour l'investissement locatif, etc. Si la durée est de 20 ans, en réalité, la dette n'est portée que sur 8 années ou 9 années. Parce qu'entre-temps, il y a eu les déménagements, les rachats de créances, les divorces, les machins, les trucs. Bon, en gros, le crédit y vit. Donc, dire que les durées se sont allongées, oui, c'était normal. Si on veut permettre à des ménages jeunes, modestes, peu dotés en apport personnel, de se loger, j'insiste bien là-dessus, en accédant à la propriété, si on met des HLM partout, pourquoi pas? Mais ce n'est pas le cas. Donc, permettre de se loger en accédant à la propriété, il faudra allonger les durées pour ces ménages-là. Et donc, là-dessus,
argument dévastateur, nous dit le HCSF, oui, mais au moins 5% de la production est à plus de 25 ans. Ce n'est pas vrai. Soyons clairs, aucun des observatoires qui permettent de croiser les informations arrive à ce résultat-là. Eux, ils parlent non pas de nombre d'opérations réalisées, mais de masse de crédits accordés, ce qui est autre chose, premièrement. Et puis deuxièmement, ils n'ont pas la possibilité, avec le système de reporting avec lequel ils travaillent, d'arriver à mesurer précisément cela. Les observatoires qui permettent de mesurer précisément cela arrivent à une toute autre conclusion. Nous sommes à peu près sur 1% du nombre des opérations immobilières réalisées par les ménages qui sont sur des durées supérieures à 25 ans. Et, histoire d'enfoncer le clou, d'accord, la moitié de ce 1%, ce sont des financements, ce qu'on appelle les PASS, les prêts d'accession sociale de la SGVIAS, enfin garantis par la SGVIAS, la Société de garantie du Fonds garantie d'accession sociale, qui sont des prêts garantis par l'État. Donc nous sommes sur des prêts à plus de 25 ans, la moitié, qui sont en fait des prêts décidés directement ou indirectement par les pouvoirs publics. C'est quand même singulier. Il faudrait que Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des finances, s'adresse à Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des finances. Bon, là, on a des histoires de cohabitation au sein même des familles de ministres. Bon, donc ça ne tient pas. Et puis il reste le troisième argument, enfin le quatrième argument, qui était le troisième dans la liste, taux d'effort, 33%. Ça, c'est la tarte à la crème. Ouais, les banques ne prêtent pas à plus de 33%. Beaucoup ont raconté ça, urbi et orbi, comme c'est répété tous les ans sur d'autres places. Certes, mais ça n'a jamais été une réalité. Puisqu'aujourd'hui, par hasard, les uns et les autres s'aperçoivent qu'il y a plus de 30% de la production qui est sur des taux d'effort supérieurs à 35% à l'octroi. Ça, on le sait depuis des lustres. Hein. Alors, et d'ailleurs, dans les argumentaires qui sont présentés, il est dit depuis 2007, depuis 2002 même parfois. Donc, est-ce qu'il aura fallu autant de temps pour que les autorités monétaires s'en aperçoivent? C'est une autre histoire. Mais 33%. Pourquoi est-ce que le taux d'effort moyen s'est relevé? Il s'est relevé parce que l'activité des marchés a été portée par le retour, par l'arrivée de ménages jeunes modestes à revenus bas. Et donc mécaniquement, toute chose égale par ailleurs, le taux d'effort monte parce que le poids relatif de ces ménages s'élève. Donc encore une fois, est-ce à dire que ces ménages-là doivent rester locataires de leur logement HLM dans une banlieue périphérique lorsque ça existe? Peut-être. C'est un choix de société, mais ça pose un vrai problème. Le communiqué, qui est le communiqué du HCSF, pose un problème qui n'est pas un problème de contrôle monétaire. Pourquoi? Parce que finalement, quand on regarde, on peut toujours craindre que dans 2 ans ou dans 3 ans, il y a une catastrophe systémique qui apparaisse parce que, je ne sais pas, la Corse aura déclaré la guerre à l'île d'Elbe ou n'importe quoi. Mais bon, c'est pas le problème. Si on prend le problème au niveau de l'encours des crédits immobiliers portés par des particuliers, les taux de sinistre sont très bas. Ils n'ont jamais été aussi bas. Et donc, où sont les risques? Quel est le risque? Quelle est la nature du risque? C'est bien là la question. Encore une fois, lâcher un communiqué, c'est simple, c'est facile. Compte tenu des services de com, c'est largement repris. Est-ce que pour autant, c'est un véritable diagnostic de la situation? On peut craindre que non. Est-ce que les arguments qui sont avancés sont fondés? On peut craindre que non. Et donc, on doit se poser beaucoup de questions. Quel est le lien entre ce communiqué d'une institution présidée par le ministre Bruno Le Maire
et les orientations de la politique du logement du gouvernement auquel il appartient. Voilà, c'est une vraie question, je crois, qui doit être posée. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas regarder le communiqué du HCSF comme une petite déclaration de guerre, comme on en trouve parfois, mais comme un vrai problème qui est posé en matière de politique du logement.